Bonjour à tous, dans ce chapitre on va parler composition des vitesses. On avait vu ça très vite fait dans un autre chapitre, donc là on va voir un peu plus en détail, on va voir la construction vectorielle pour la composition des vitesses. Vous trouverez sur le drive en fait un PDF avec quelques images qui peuvent vous servir pour la prise de notes, ça vous évitera de faire les schémas. Donc imprimez ça si vous en avez besoin pour la prise de notes et puis on attaque le chapitre, go. On va commencer par une situation simple, une situation de translation. Donc, si on prend le cas d'un TGV qui se déplace à une certaine vitesse, à savoir 300 km par heure. On a à l'intérieur de ce TGV un contrôleur de billets, qui se déplace à une vitesse de 4 km par heure. Une vache qui est à l'arrêt sur la terre ferme et qui regarde le TGV passer va avoir comme vitesse perçue 300 km par heure pour le TGV et 304 km par heure pour le contrôleur. Je m'explique. En fait, on doit toujours, vous l'avez vu normalement l'année dernière, préciser par rapport à quel référentiel on va établir une vitesse. Par exemple, le TGV, il a une certaine vitesse, donc à savoir 300 km par heure, par rapport à la Terre, c'est-à-dire par rapport à l'arbre qui est planté dans la terre ou à la vache qui est immobile sur le sol. Ensuite, de la même manière, la vitesse du contrôleur a été fixée par rapport au TGV, qui lui-même est en mouvement. Et dans cette configuration-là, sa vitesse est de 4 km par heure. Lorsque je m'intéresse maintenant à la vitesse du contrôleur par rapport à la Terre, eh bien en fait, je me rends compte que j'ai une vitesse perçue de 304 km par heure. On voit ici que le vecteur vitesse du contrôleur par rapport à la Terre est beaucoup plus important que dans le cas où on a la vitesse du contrôleur par rapport au TGV. Voyons ça de plus près. Voilà le résumé de la situation. On sait que la vitesse du contrôleur par rapport à la Terre a été calculée en faisant 4 plus 300, ce qui nous donne 304 km par heure. Donc en français, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la vitesse du contrôleur par rapport à la Terre, elle a été égale à la vitesse du contrôleur par rapport au TGV, c'est-à-dire nos 4 km par heure ici, plus la vitesse du TGV par rapport à la Terre, c'est-à-dire nos 300 km par heure ici. Donc là, vectoriellement, on se rend compte de quelque chose. C'est que la décomposition des vitesses fait directement intervenir une relation que vous connaissez bien, à savoir la relation de Schall. Regardez plutôt. Rappelons-nous que pour la relation de Schall, on a besoin d'un vecteur AB quelconque. Et tout simplement, Schall nous dit que le vecteur AB, il est égal à la somme de deux vecteurs, à savoir, par exemple, AC plus CB. Regardez bien le code couleur, c'est pour nous aider pour la suite. Dans la situation qui nous intéresse, je rappelle la relation qu'on vient de déterminer, on peut remarquer ce qu'on appelle la loi de composition des vitesses basée sur la relation de Schall. Regardez bien les couleurs, on a la vitesse du contrôleur par rapport à la Terre, elle est égale à la vitesse du contrôleur par rapport au TGV, plus, si vous suivez, la vitesse du TGV par rapport à la Terre. Voilà, donc on retrouve bien notre Schall. Ici, c'est notre lettre C que l'on avait dans la relation de Schall juste au-dessus. Et vous voyez qu'on a avant, après, on retrouve notre avant, après, ici, avec le code couleur. Retenez bien ce principe-là. L'idée maintenant, c'est d'arriver à trouver la vitesse d'un système en mouvement, mais pour une trajectoire quelconque. Par exemple, si je prends le cas de cet hélicoptère, on va fixer un point P à une extrémité de la pale, ici. Et l'idée, c'est d'imaginer trouver la vitesse du point P qui est sur la pale par rapport au sol. Donc a priori, c'est une question assez complexe parce que les hélices vont se mettre à tourner de cette manière-là et en même temps, l'hélicoptère lui-même avance. Et donc, bon, a priori, la question n'est pas évidente. On va voir qu'avec la composition des vitesses, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors évidemment, on a besoin de quelques données de départ, donc à savoir la vitesse de rotation des pales, par exemple, par rapport à la cellule de rotation ici. Du coup, on connaît oméga. Si on connaît oméga et qu'on connaît la longueur des pales, on a accès facilement à la vitesse des pales par rapport à cette cellule. Et on peut imaginer aussi qu'on connaisse bien sûr la vitesse de l'hélicoptère. L'hélicoptère, disons, c'est le point H qui appartient au cockpit, donc à la cellule, par rapport au sol. Eh bien, si moi, à la base, je cherche la vitesse du point P qui appartient aux pales par rapport au sol, si j'essaie d'appliquer la méthode de Schall, la méthode de tout à l'heure,
la composition des vitesses. Je sais que je vais pouvoir utiliser VP pal par rapport au sel, que je connais bien, hein, par rapport à la cellule. Il reste à savoir quelle vitesse je vais pouvoir utiliser. Parce que je ne peux pas utiliser la vitesse de l'hélicoptère qui appartient à la cellule par rapport au sol, parce que il n'y a pas de lien direct a priori entre VP et ce VH. Donc on va voir. Donc vous l'avez compris, il faut qu'on trouve une autre vitesse du point P dans un autre référentiel pour pouvoir appliquer Schall. Alors pour ce faire, il faut que vous imaginiez quelque chose, c'est que les hélices ne sont plus en train de tourner. De cette manière, je vais pouvoir trouver facilement une vitesse du point P, puisqu'elle va elle va correspondre en fait exactement à la vitesse de l'hélicoptère. Je répète, on imagine clairement que cette hélice ne tourne plus, et que donc chaque point de l'hélice va avancer à la même vitesse que l'hélicoptère lui-même par rapport au sol. On pourra donc trouver pour chaque pale, à l'extrémité de chaque pale, la même vitesse, qu'on peut appeler VP aussi, hein, du coup, du cockpit par rapport au sol. Autrement dit, VP de la cellule par rapport au sol est égal à VH de la cellule par rapport au sol. Donc on va pouvoir continuer notre relation de Schall. Parce qu'en fin de compte, ce que vous devez bien voir, c'est que du coup, on peut définir deux vitesses. Alors à un instant t, hein, toujours à un instant t, on va définir deux vitesses pour le point P. Donc à savoir la vitesse pour le point P qui appartient à la cellule par rapport au sol, c'est celle dont on vient juste de parler. Donc pour cette vitesse-là, je répète, on imaginait que les hélices ne tournaient pas et que le point P allait à la même vitesse que l'hélicoptère. Et ensuite, on avait celle qu'on avait définie au tout début, la vitesse du point P qui appartient à la pale cette fois, donc pale en train de tourner maintenant, par rapport au cockpit. Et donc, on peut imaginer cette situation-là vectorielle à un instant t, et à un autre instant t, on aura toujours la même chose, sauf qu'évidemment, les directions et les sens ont changé. Par contre, en norme, on a toujours la même chose dans la mesure où on considère que l'hélicoptère a une vitesse constante et que, je le répète, la rotation des pales a une vitesse uniforme. Je rappelle donc la problématique. On avait commencé à établir cette relation. Il nous manquait une deuxième vitesse de P pour pouvoir définir par rapport au sol, hein, le point P qui appartient à la pale par rapport au sol. Donc, on sait que ça va être égal à P qui appartient à la pale par rapport à la cellule ou au cockpit, plus donc la vitesse qui nous manquait, c'est celle qu'on vient de déterminer, la vitesse du point P qui appartient à la cellule par rapport au sol. Alors juste une remarque, j'ai dit le point P qui appartient à la cellule par rapport au sol, on est d'accord que le point P, il est physiquement absolument pas lié à notre cellule ici, hein. D'accord? Donc ça c'est vraiment une image d'esprit, quoi, une illustration de pensée, si vous voulez. On imagine que P est lié à l'appareil dans la mesure où justement les hélices ne tournant plus, P avancera de la même manière que l'hélicoptère. C'est pour ça qu'on a le droit de dire ça. Mais c'est purement imaginatif, quoi, hein. C'est pas une réalité physique. Ok, mais ça marche quand même, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut constater qu'on retrouve bien notre Schall, hein. La seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a défini un point P, et c'est ce point P qui va être commun à deux référentiels, à savoir le référentiel pale, même à trois référentiels, hein, le référentiel sol et le référentiel cellule. Donc quoi qu'il en soit, on retrouve notre Schall, parce que regardez bien, on retrouve ici, on va dire l'entrée et la sortie, hein, donc pale et sol, comme ici, pale et sol, et on a l'intermédiaire qui est la cellule du cockpit. Voilà. Donc voyons vectoriellement comment ça se passe maintenant. Alors pour bien voir les choses, on va se mettre avec une vue de dessus. Donc vue de dessus, voilà ce que ça donne vectoriellement. Donc la résultante est en rouge, hein, VP qui appartient à la pale par rapport au sol. C'est bien la somme de VP pale sel plus VP sel sol. Alors bien sûr, ce vecteur-là, il n'est pas de la même couleur, mais là regardez, j'ai dû changer la couleur, sinon on ne voyait rien en fait. Mais c'est bien le vecteur qu'on avait au début, hein, pour VP. Si on considérait que les hélices ne tournaient plus, on avait défini ce vecteur. Et donc pour faire Schall, j'ai pris mon vecteur vert. Au bout, j'ai mis le deuxième vecteur, donc celui-là. Et donc la résultante me donne bien VP pale par rapport au sol. Alors j'insiste une dernière fois sur le fait que c'est valable à un instant t. Parce que tout simplement, si j'imagine un temps t',
Donc l'angle qu'il y a entre VP, entre mon vecteur vert et mon vecteur cacadois, là, je ne sais pas quelle couleur c'est, va pas être le même dans cette situation et cette situation. D'accord? Pourtant, les normes sont les mêmes, j'insiste, les normes sont les mêmes, mais comme l'angle change, bah forcément mon châle ne me donnera pas la même chose. Donc la vitesse du point P qui appartient à la pale par rapport au sol ne sera pas la même en termes de normes, ni même direction et sens d'ailleurs, en fonction du temps. Donc à chaque temps, t, bah, il faudra déterminer. Donc maintenant que vous avez bien compris les compositions de vitesse, on va pouvoir faire une application un petit peu plus délicate. Donc on va imaginer ce manège. Donc manège que vous connaissez, je pense, on a un bras ici qui va osciller, hein, qui va tourner, pardon, ou osciller, enfin ça dépend. Et ensuite on va avoir cette nacelle qui va pouvoir éventuellement tourner sur elle-même également, de cette manière. Pour bien comprendre la suite, on va définir ensemble des grandeurs. Donc on va connaître la vitesse de rotation du bras, oméga 1 par rapport à 0, puisque 1 c'est le numéro de cette pièce. On a la pièce 0 ici qui va être liée à la Terre, et la pièce 2 qui est la nacelle. Hein. Donc on connaît oméga 1 par rapport à 0, la vitesse de rotation du bras. On imaginera aussi qu'on connaît la vitesse de rotation de la nacelle sur elle-même, hein, autour du point Q. Donc oméga de 2 par rapport à 1, donc la pièce 2 par rapport à 1, centrée sur Q, on connaît en radians par seconde sa vitesse de rotation. Donc on va définir la problématique. On va définir ici un point A, hein, sur le visage du monsieur ici, et on va chercher sa vitesse. Donc sa vitesse par rapport au sol, sachant que A appartient physiquement à la pièce 2, hein, ici, la pièce 2, A appartient à 2, et on cherche sa vitesse par rapport au sol. Donc système aussi compliqué que pour l'hélicoptère, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc, connaissant la vitesse de rotation de la nacelle, on va pouvoir avoir accès à une vitesse de A par rapport à 2. Donc on y va. Je connais la trajectoire de A. Je vais donc, vu que je tourne par rapport à Q, je vais pouvoir tracer le vecteur A qui est perpendiculaire à la droite QA. Hein. Donc le vecteur VA est tangent à la trajectoire, ça on l'a déjà vu ensemble. Bref, je pourrais trouver facilement la vitesse du point A qui appartient à 2 par rapport à 1. Donc, je peux dire que la vitesse de A qui appartient à 2 par rapport au sol, par rapport à 0, est égale à la vitesse dont on vient de parler, qui est facilement trouvable, plus une autre. Donc si vous avez compris ce qu'on a fait avant, vous devriez être capable de trouver ce qu'il y a à la place ou ce qu'on doit trouver à la place des points d'interrogation. Donc je vous laisse mettre pause ou éventuellement revenir en arrière pour chercher. Mais donc ce que vous devriez trouver, c'est que c'est la vitesse du point A qui appartient au solide 1 par rapport au sol. Et comme tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que le point A appartient physiquement à la pièce 1, c'est encore une fois une vue de l'esprit. On imagine que la nacelle ne tourne pas, etc., etc. Donc voyons ce que ça donne vectoriellement. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va pouvoir trouver la vitesse de A qui appartient mentalement à 1 par rapport au sol. Donc on connaît la vitesse de rotation du bras par rapport au sol ici, centré sur O. On va donc, en traçant cette droite, OA, pouvoir trouver la direction du vecteur vitesse VA qui appartient à 1 par rapport au sol. Donc là, voilà, c'est la direction perpendiculaire. Et si je connais oméga et que je connais la distance OA, je vais facilement pouvoir trouver la norme et donc tracer le vecteur VA qui appartient à 1 par rapport au sol. Donc on a terminé, hein, puisque maintenant on a VA, on a les deux vecteurs, hein, VA 1, 0 et VA 2, 1. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir mettre par exemple ce vecteur au bout de celui-là, hein, ça va me donner ça, et avec Chal, je vais pouvoir tracer tranquillement ma résultante qui me donnera bien VA 2, 0. Et voilà, on a fini le problème, juste avec une autre composition de vitesse, autrement dit juste une composition de vecteurs, un petit Chal qui va bien. Donc si on imagine maintenant une situation plus complexe, un manège encore plus balèze, hein, donc là cette fois on rajoute un bras, hein, un autre bras, et ensuite on aura la nacelle qui tourne ici. Donc voilà le schéma cinématique. On a un solide, donc le solide 3 on l'a appelé,
solide 2 ici, donc c'est ce bras-là, hein, et le solide 1 ici, donc c'est le grand bras ici, et le tout est soutenu par le référentiel 0 ici. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver la vitesse de ce point, le point P, qui est sur ce système-là. Donc si vous avez pigé le principe qu'on fait depuis tout à l'heure, on cherche VP qui appartient au solide 3 par rapport au sol. Donc en fait, il faut comprendre que vous devez remonter petit à petit jusqu'au sol. Donc ça va être forcément du VP qui appartient à 3 par rapport à 2, plus VP qui appartient à, mettez pause, faites-le, allez j'attends. Donc bien sûr, c'était VP qui appartenait à 2 par rapport à 1, puis VP qui appartenait à 1 par rapport à 0. Et on a bien bouclé notre châle. Donc on avait un premier châle ici, puis un autre ici. Et donc globalement, ça nous donne bien VP3 par rapport au sol. Donc on peut généraliser ça à n repères. Bon franchement en première je pense pas que ça vous serve, mais bon ça fait pas de mal quand même. Donc si on cherche la position d'un point M qui appartient à un solide par rapport à un référentiel dit 0, eh bien ça va être égal à S par rapport à, enfin M, S par rapport à R1, plus R1 par rapport à R2, plus etc. Rn par rapport à R0. Voilà la généralisation de la composition des vitesses. Voilà, on a fini pour ce chapitre. Donc je vous laisse regarder la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien vers l'animation qui m'a servi à créer le support du cours. Voilà. Allez, bonne journée à vous, à bientôt.